Bonjour à tous. Choisir un logiciel qualité, surtout pour gérer les non-conformités, c'est souvent un vrai casse-tête vu tout ce qui existe. Aujourd'hui, on va un peu décortiquer ça. On s'appuie sur la doc d'une solution, Qualitel conforme de Scoggi, pour essayer de piger quels sont les critères vraiment importants. Qu'est-ce qui fait qu'un logiciel comme ça est efficace, quoi? Ok, alors commençons par le commencement, si on peut dire. La flexibilité, ça revient tout le temps. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Pourquoi c'est si fondamental? C'est simple. Si l'outil est rigide, l'entreprise va devoir bricoler, adapter ses propres façons de faire. Et ça coûte cher. En temps, en argent, et ça nuit à l'efficacité de tout le système qualité, en fait. Les documents qu'on a sur Qualitel Conforme, ils insistent beaucoup là-dessus. Pouvoir adapter les formulaires, tu vois, les fameux masques de saisie, et puis les circuits de traitement, le workflow. L'idée, c'est vraiment que le logiciel colle au processus réel de l'entreprise. C'est crucial. Sinon, les équipes ne vont juste pas l'utiliser. C'est le logiciel qui s'adapte, pas l'inverse. D'accord, je vois. L'outil qui épouse les formes de l'entreprise, c'est la base. Mais bon, une fois qu'on a signalé la non-conformité, le plus dur commence, non? Comment on s'assure qu'il se passe quelque chose derrière? Ah oui, tout à fait. Tracer, c'est une chose. Mais ça ne suffit pas. Il faut un système solide pour gérer les plans d'action, les actions correctives, préventives, les CAPA comme on dit. Et là, attention, on ne parle pas juste de remplir une case « action à faire ». Non, non. Une solution dédiée, comme celle qu'on regarde, elle offre un environnement complet, avec des tableaux de bord, des alertes pour les dates limites, un suivi de l'avancement, ça permet de voir si ça bloque quelque part. C'est vraiment ce suivi actif qui fait qu'on passe d'un problème constaté à une amélioration concrète. Et c'est là, je pense, que ça devient vraiment intéressant. Exploiter toutes ces informations qu'on collecte. Comment on transforme ça en levier d'amélioration? Comment on apprend vraiment? C'est tout l'enjeu, oui. Il faut pouvoir relier la non-conformité à plein d'infos. Les causes profondes, bien sûr, mais aussi les coûts engendrés, les produits qui sont impactés, les documents liés. Mais le vrai plus, c'est quand on peut facilement sortir des indicateurs, des statistiques qui parlent, des graphiques. La doc mentionne l'export, oui, vers Excel par exemple, ça c'est classique, mais surtout la possibilité de configurer ses propres indicateurs graphiques directement dans l'outil. Et ça, pour piloter, pour aider à prendre les bonnes décisions, c'est puissant. Tout ça a l'air très bien sur papier, mais j'imagine le collaborateur sur le terrain. Si l'outil est une usine à gaz, même le plus puissant du monde, personne ne va l'adopter. L'ergonomie, c'est donc pas juste du confort. Ah non, c'est absolument critique. Une interface vieillotte ou trop compliquée, c'est rédhibitoire. On parle ici d'une approche via un portail utilisateur simplifié. L'idée, c'est que ce soit hyper intuitif. Un peu comme utiliser un moteur de recherche sur le web, quoi. Pour que tout le monde, vraiment tout le monde dans l'entreprise, puisse signaler un truc facilement ou traiter une tâche qu'on lui donne, sans avoir besoin de 3 jours de formation. Faciliter la remontée d'infos à la source, c'est le nerf de la guerre pour être réactif. Ok. Et si on a des besoins plus pointus? Je pense au secteur avec des réglementations très strictes ou des processus d'analyse de causes super complexes. Est-ce que l'outil peut suivre? Oui, et c'est là qu'intervient la notion de gamme, si tu veux. Différentes versions, classique, pro, premium, pour monter en puissance. Les sources décrivent des fonctions avancées, justement, pour ça. Par exemple, pour les secteurs exigeants comme la pharma, avec la norme américaine CFR 21 Part 11, il y a ce qu'ils appellent un audit trail. C'est une piste d'audit, en fait, infalsifiable qui trace tout. Qui a fait quoi, quand. Super important pour la conformité. On voit aussi plus d'automatisation avec les métadonnées. Ce sont comme des étiquettes intelligentes qui peuvent déclencher des actions automatiquement selon le type de problème, ou des workflows qui s'adaptent tout seuls. Et pour l'analyse des causes, oui, il y a des outils plus poussés, comme des listes type 6M, matière, milieu, méthode, etc., pour être sûr de ne rien oublier. Bon, alors, si on essaie de résumer tout ça. Pour bien choisir son logiciel de gestion des non-conformités, il faut chercher quoi? Un bon équilibre, j'imagine, entre l'adaptabilité au processus de l'entreprise, Oui, la capacité à vraiment boucler la boucle, de la détection au suivi des actions, exactement. une facilité d'utilisation pour que tout le monde joue le jeu, Fondamental. et puis un potentiel d'évolution pour accompagner la croissance ou les besoins spécifiques qui peuvent apparaître. C'est ça? C'est tout à fait ça. Le but, ce n'est pas juste d'acheter un logiciel, mais de trouver un partenaire technologique, en quelque sorte, qui va vraiment aider à ancrer cette culture de l'amélioration continue. L'outil doit être un facilitateur, pas une contrainte de plus. Très clair.
Et peut-être une dernière petite question pour la route, une réflexion. Oui, ça soulève un point important, je crois, pour aller plus loin. Au-delà des qualités propres du logiciel lui-même, est-ce que son intégration avec les autres systèmes de l'entreprise n'est pas déterminante? On a vu que les sources mentionnent les ERP, ces gros systèmes de gestion. À quel point cette connexion, cette capacité à dialoguer avec le reste du système d'information est-elle la clé pour vraiment démultiplier la valeur de l'outil qualité? Pour l'intégrer au pilotage global de la performance? C'est une vraie question.